Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codadéa. Aujourd'hui, c'est parti pour le premier point série de l'année 2019. Ça y est, donc nous sommes passés à travers le mois de janvier et février. Nous sommes début mars et je vous propose de faire un petit point sur où est-ce que j'en suis dans le challenge série 2019 et évidemment les séries que j'ai regardées à côté en dehors de ce challenge. Si vous ne savez pas ce que c'est le challenge série 2019, je vous renvoie vers la vidéo où je présente le challenge et je vous présente le choix donc des séries qui font partie de ce challenge. Je vous mettrai un petit encart, voilà, pour aller cliquer. Je pense que c'est même plutôt là-haut. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Premières impressions, je suis plutôt bien rentrée dans le mood. Pour tout vous dire, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc ça c'est mon tracker que j'ai fait avec mes petites mimines. Donc le challenge, ça va jusque là. Donc tout ce qui est en voilà, tout ce qui est en violet. J'ai regardé quand même pas mal de séries. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 séries cette année. Et sur les 13 séries, j'en ai donc commencé en cours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur 13, c'est quand même plutôt pas mal en fait. Il y en a certaines que j'ai déjà terminées, donc ça c'est fait, c'est terminé. Et il y en a certaines où j'ai terminé au moins une saison sur tout ce que j'ai regardé, je vais vous en parler juste après. Mais voilà, je pense que le secret de la réussite, en tout cas ce qui m'a bien aidé l'année dernière, c'était vraiment de commencer sur les chapeaux de roue, d'emmagasiner le plus d'épisodes au début. Là, en 2 mois, j'en ai regardé beaucoup, j'ai l'impression. Écoutez, je vous propose qu'on y aille de suite. Je vais vous présenter déjà les séries de ce challenge que j'ai terminé. Donc tout d'abord, j'ai terminé la série The Chilling Adventures of Sabrina, donc c'est sur Netflix. D'ailleurs, je me suis rendu compte que la grande majorité de ces séries sont sur Netflix. C'était vraiment pas voulu, c'est a posteriori que je m'en suis rendu compte. Donc c'est la série Sabrina, j'en ai déjà parlé quand j'ai présenté donc le challenge série. C'est un reboot horrifique en fait de la série des années 90 qu'on a connue, qui était un peu plus sitcom, donc avec Salem, le chat noir, le chat parlant. Et là donc on est dans une série qui est, comme je disais, beaucoup plus horrifique, où il y a vraiment un travail sur la photographie, sur l'ambiance qui est beaucoup plus travaillée, qui est peut-être plus proche d'un film peut-être que ce que n'était la série donc dans les années 90. Et donc cette série, elle était déjà en cours quand j'ai commencé, enfin elle a déjà commencé fin décembre, puisqu'elle date d'Halloween dernier, elle est sortie à Halloween dernier. Donc j'étais déjà bien engagée déjà dedans quand j'ai commencé à faire donc ma série, enfin mon challenge de série. Donc là j'ai terminé très rapidement dans les premiers jours du mois de janvier. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouvais que ça commençait bien, il y a 11 épisodes en tout. En fait, à partir du 5 ou 6e épisode, j'ai trouvé que ça s'étirait un petit peu et que l'action et que l'intrigue principale, elle était un petit peu tirée en longueur. Je pense que ça aurait profité d'un petit peu de condensation et peut-être 8 épisodes, ça aurait été largement suffisant à mon avis que voilà. Ça s'allonge un petit peu sur 10-11 épisodes. Je trouve que visuellement, c'est vraiment très beau. Les personnages, donc, enfin les acteurs sont quand même assez intéressants. Sabrina, elle est vraiment pas forcément comme j'imaginais par rapport à la première série, mais elle se cadre bien en fait dans ce nouveau cadre-là. Et j'ai beaucoup aimé donc les tantes Hilda et Zelda qui sont un petit peu faux-folles dans la série des années 90. Et là il y a quelque chose, je trouve que la relation entre les deux sœurs est beaucoup plus travaillée et beaucoup plus intéressante aussi, je trouve. Et il y a toute cette partie sur l'église de Satan, sur les sorcières, etc., qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus sanglant aussi que la série des années 90, qui est intéressant. Et en même temps, je trouve qu'il manquait un truc pour que ce soit vraiment super carré et qui me fasse dire waouh, putain, c'était vraiment génial. Je pense qu'elle a été renouvelée, donc ça c'était la saison 1, il y aura sans doute une saison 2 puisqu'on en a beaucoup entendu parler. Maintenant voilà, je suis pas acquise à 100%, il y a quand même des éléments où je suis un petit peu sur ma faim. Mais bon, c'était sympa à regarder et on verra ce que donne la deuxième saison quand elle sortira.
Deuxième série que j'ai terminée, il s'agit de Tidelands. Alors Tidelands, c'est une série qui m'avait été suggérée par Pansy, donc c'est Clémence, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Voilà. Évidemment, voilà, c'est une série australienne où il y a des sirènes dedans, ou du moins où des... Voilà. Apparemment c'est des sirènes, ou en tout cas des hybrides de sirènes, enfin des mariages entre sirènes et humains. Voilà, il m'en faut pas plus pour que je regarde. Hein. C'est peut-être ce qui était un petit peu étrange, c'est que c'est pas forcément ce que j'en attendais. Et que 8 épisodes, donc c'était à la fois long et à la fois court. C'est assez bizarre à dire comme ça, mais ce sont des épisodes quasi 1 heure, je crois. Et en fait, j'ai eu l'impression de regarder du Game of Thrones avec des sirènes, dans le sens où tout le monde baise avec tout le monde, il y a beaucoup de sexe dedans, et ça je m'y attendais peut-être pas forcément. Il y a beaucoup de cul, et il y a aussi beaucoup de meurtres, hein, on va dire, et puis des trucs un peu dégueux quand même. Donc c'est une série qui est pas forcément, c'est pas les sirènes de Mako, c'est pas H2O du tout, alors pas du tout, mais c'est un truc beaucoup plus adulte, je dirais, avec des thèmes qui sont plus adultes. Avec des acteurs, alors je sais pas ce qu'il y a dans l'eau en Australie, mais ils sont tous beaux gosses, c'est la série des beaux gosses et des belles gosses, franchement, j'en revenais pas. Ils sont tous dans le même moule avec des six-packs en veux-tu en voilà, les meufs elles sont trop belles, enfin bref, voilà. L'actrice principale d'ailleurs, il y a 2 actrices principales. L'actrice principale qui joue Cass, je crois que c'est Cal. Je crois que c'est Cal, elle s'appelle, qui elle au début de la série sort de prison parce qu'elle a été en prison pendant quasiment toute son adolescence pendant 10 ans, je crois, entre 14 et 24 ans. Et j'ai l'impression, elle me fait beaucoup penser à, j'ai oublié son nom, c'est l'actrice qui joue dans 50 nuances de machin là, et j'ai vraiment eu l'impression que voilà, c'était elle qu'ils avaient en tête et qu'ils ont pris un sosie pour la mettre voilà, dans ce rôle-là. Et en face, donc la méchante entre guillemets, c'est Elsa Pataki, si je dis pas de bêtises, et en fait c'est Madame Thor, hein. C'est c'est Chris Hemsworth je crois, donc voilà, jolie femme blonde bien dans sa peau, etc. Voilà, comme je vous dis, c'est que des beaux gosses dedans. Et alors j'ai tout le long de la série, j'étais en attente, alors est-ce qu'on va avoir des sirènes? Alors, on comprend que la communauté, donc des Tidelanders, qui sont des espèces de marginaux qui vivent donc en marginalité hein, de la communauté humaine, on va dire. On comprend que ce sont donc des enfants de sirènes et d'humains. Et donc ils ont dans leur sang ce côté à la fois prédateur et séducteur de la sirène, et donc c'est pour ça que ça baise partout avec tout le monde, etc. Et là-dedans donc arrive donc Cal qui, donc comme je vous disais, sort de prison et qui dans le premier épisode subit une tentative d'assassinat hein, parce que son frère trempe dans des affaires un peu louches. Et elle se rend compte qu'en fait, elle est aussi Tidelander, donc elle arrive à respirer sous l'eau, et parce qu'ils allaient la noyer, en fait elle arrive à respirer, et donc tout son univers, tout ce qu'elle a connu chavire un petit peu beaucoup. Et voilà, commence cette série. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé au-delà de ça? Il y a ce côté donc très sexe et très pas gore, hein, je dirais pas gore, mais bon, il y a des moments qui sont assez dégueux, qui étaient pas forcément ce que j'en attendais. C'est un peu long, c'est un peu lent, et en fait j'ai attendu un petit peu pendant toute la série ce moment où on allait peut-être voir les fameuses sirènes, et en fait elles arrivent tout à la fin, dans la dernière scène du dernier épisode. C'est peut-être un spoil, je suis désolée, mais voilà, si vous les attendez, voilà, elles se font désirer, et ça aussi c'était intéressant parce qu'ils ménagent un petit peu l'attente, ils font monter un peu justement cette attente-là jusqu'à la fin de la série. Alors, est-ce qu'il y aura une saison 2? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, c'est une série Netflix, donc c'est pas impossible. Maintenant, on verra quand elle arrivera. Ça dépendra de la direction que prendra la série. Mais bon, en tout cas, cette saison-là qui était dans mon challenge série est terminée. Maintenant, je vais passer aux 4 autres séries qui sont en cours. Donc, toujours dans le cadre du challenge série 2019, je vais commencer par vous parler de Brooklyn Nine-Nine. Alors, Brooklyn Nine-Nine, c'est cette série sitcom humoristique, policière. Donc, ce sont des épisodes de 20 minutes, donc c'est assez facile à ranger un peu dans son emploi du temps. Donc c'est une série qui se passe dans un commissariat de Brooklyn, hein, comme son nom l'indique, le 99e, et c'est complètement
délirant, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des personnages, une galerie de personnages tous plus tarés les uns que les autres. Et en fait, donc on suit Jake Peralta qui est un peu le détective phare de ce commissariat, qui est complètement taré, qui est un petit peu puéril souvent, mais qui a de très très bons résultats, qui est bon à son travail, mais qui peut être très con, souvent avec ses amis et ses collègues, etc. Et donc au début de la première saison arrive un nouveau commissaire, donc un nouveau chef, qui va un petit peu chambouler leurs habitudes. Et tous les personnages, c'est une galerie de personnages qui sont vraiment très typés, très peut-être stéréotypés je dirais, mais très typés pour leur donner vraiment, pour pousser leur caractère vraiment à son paroxysme. Et franchement, on rigole bien, on s'amuse beaucoup, c'est vraiment très con, souvent. Il y a des épisodes qui sont vraiment très drôles. Là, donc j'ai terminé la saison 1, là on est en pleine saison 2, je crois qu'il y a 5 saisons pour l'instant, ils sont en train de passer la 6ème, si je dis pas de bêtises. Franchement, ça suit son cours, ça se regarde sans forcément s'en rendre compte. On rigole beaucoup, ça fait passer le temps, enfin c'est vraiment le genre de sitcom un peu comme peut être Big Bang Theory ou un truc comme ça, que vous regardez pour rigoler et pour sourire un petit peu et pour voir des personnages complètement frappés qui vont justement développer des relations les uns avec les autres. Et en fait je me surprends, il y en avait certains, je me disais celui-là, bon ouais ok, et je me surprends à les apprécier de plus en plus au fur et à mesure des épisodes. Je pense à Boyle par exemple, qui est au début je fais bon ouais d'accord, ok, et en fait, il est génial à sa manière quoi. Donc voilà, c'est une chouette série que je conseille si vous voulez bien rigoler, et j'ai hâte de continuer, et il reste encore quand même pas mal d'épisodes, hein, donc on n'a pas fini à mon avis, elle va me suivre pendant tout le long de ce challenge. Je continue avec la série Lucifer, qui en est à sa 3e saison. J'avais déjà regardé la saison 1 avant le challenge série, j'ai fini la saison 2 et là je suis en pleine saison 3. Donc Lucifer, pour vous mettre un petit peu en contexte, nous avons Lucifer Morningstar, donc le diable, hein, le vrai diable, hein, donc qui s'est installé, qui a quitté les enfers, enfin l'enfer, et qui s'est installé à Los Angeles pour vivre sa vie. Et voilà, il ne se cache pas du tout qu'il est Lucifer, sauf que personne ne le croit parce que à Los Angeles, tout le monde dit n'importe quoi, j'ai l'impression, et personne ne croit personne. Et bon, et puis dire qu'on est un Lucifer, c'est un petit peu, voilà, on passe pour un illuminé, quoi, ce qui est un petit peu son cas. Et évidemment, il a ses pouvoirs, évidemment, c'est un ange déchu, donc il s'est arraché les ailes, etc. Donc on suit comme ça donc Lucifer qui, en fait, résout des enquêtes, entre guillemets, avec la police de Los Angeles. Donc il s'est mis en partenaire avec Chloé Decker, voilà, je me souviens de son nom, Chloé Decker, pour qui il a des sentiments un petit peu ambivalents parce que c'est la seule humaine qu'il connaît qui résiste à ses pouvoirs, et il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et il développe des sentiments pour elle et elle pour lui, mais c'est aussi c'est compliqué. Et tout au long donc de la série, il y a des personnages qui vont arriver, notamment dans la saison 2 et ensuite dans la saison 3. Bref, je vais pas non plus trop en dire, je vais pas spoiler. Mais c'est une série qui a été annulée à la fin de la saison 3 et qui a été repêchée, si je dis pas de bêtises, sur Netflix. Donc la saison 4 n'a pas encore commencé à être diffusée, mais je pense que ce sera sans doute dans le courant de l'année 2019, je pense, peut-être à partir de septembre, j'imagine. J'espère. Donc pour l'instant, j'ai terminé la saison 2 et je suis au début de la saison 3. Et franchement, voilà, ça se regarde bien, on rigole bien, les personnages sont super attachants. J'adore Maze et la petite Trixie, la petite de Chloé qui s'acoquine, enfin qui est amie comme cochon avec une démone des enfers, donc Maze, qui a ni sa langue ni le reste dans sa poche d'ailleurs. Et franchement, leur amitié est absolument géniale. Et puis bah, évidemment Lucifer, enfin le personnage de Lucifer qui est assez truculent, hein, qui est grande gueule, qui se pose pas de questions, même si des fois il devrait. Et voilà, franchement c'est une série qui est très sympa à regarder, c'est assez drôle, souvent drôle, et voilà, donc j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de voir cette fameuse saison 4 où il y aura Sacha Ross dedans. J'ai trop hâte. Je continue avec la série Once Upon a Time. Je vais pas forcément vous remettre dedans, je pense que tout le monde la connaît. Moi j'avais regardé jusqu'à la saison 3 avant, là je regarde donc à partir de la saison 4 jusqu'à la fin, c'est-à-dire je regarde 4, 5, 6 et 7.
Et là pour l'instant j'ai terminé la saison 4. Alors pour vous remettre un petit peu, c'est la saison où il y a au début il y a les méchants, c'est-à-dire il y a Ursula, Cruella et Maléfique qui arrivent à Storybrooke et qui foutent un peu la merde. Et ensuite il y a d'autres choses autour de Rumpelstiltskin, de Rumple qui se développe. Je pense que c'est une des séries que j'ai voulu commencer assez rapidement au début de ce challenge parce que c'est une des séries qui, je pense, allait me poser le plus de problèmes à regarder. Parce que j'avais eu des soucis, entre guillemets, j'accrochais de moins en moins au fur et à mesure des séries, et des saisons surtout. J'accrochais de moins en moins, j'avais l'impression. Voilà, il y avait des ressorts narratifs et des rebondissements de situations qui me faisaient vraiment lever les yeux au ciel. Et cette espèce de service après-vente de toutes les séries et de tous les films Disney commençait à me peser, à m'ennuyer sérieusement. Surtout que en face, il y avait Grimm qui aussi reprenait les contes de fées à sa sauce et que je trouvais beaucoup plus intéressante. Et puis quand on aime aussi les contes de fées et puis un petit peu voilà les trucs de Disney entre guillemets et qu'on a connu le 10e royaume et qu'on a aimé le 10e royaume comme moi je l'ai aimé, ça fait un peu pâle figure quoi. Voilà, je reste sur le fait que 10e royaume, voilà, une saison de 10e royaume c'est bien mieux que tout ce que j'ai pu voir de Once Upon a Time. Enfin, après c'est mon avis personnel, même si je crache pas sur certains aspects de Once Upon a Time, je ne crache pas sur Hook, je crois que voilà, je crache pas sur plein d'autres trucs dans la série, mais je trouve que j'essaie de relier des fois les trucs et c'est un peu capillotracté. Et là donc il y a la Reine des Neiges qui arrive, oui c'est ça aussi, il y a la Reine des Neiges dans au début de cette saison 4. Et voilà, la Reine des Neiges c'est pas forcément mon Disney préféré, donc les voir, allez hop, on va mettre Elsa, Anna, machin, truc muche, voilà, ça m'a un petit peu saoulée. Et en même temps, la saison je l'ai avalée. La saison 4 je l'ai bouffée, je pense que j'ai terminé genre en 15 jours, 15 jours, 3 semaines, même pas, 15 jours je pense. Je regardais un épisode par soir, et peut-être des fois un petit peu plus le week-end, donc voilà, je pense que j'ai pris moins de 23 jours pour la voir. Et j'aime toujours autant, comment elle s'appelle, la méchante reine, enfin Regina, je pense que j'ai juste un gros problème avec Swan, avec Emma, parce que je trouve que c'est la Marissou avec un grand M quoi. J'arrive pas à accrocher à ce personnage depuis le début. Je pense que j'ai un problème avec l'actrice déjà, et avec le personnage en lui-même, avec ses pouvoirs machin gna. Et j'ai vraiment du mal en fait avec ce perso, et du coup des fois j'ai un petit peu du mal avec en même temps le couple de Hook et de Emma, enfin c'est quoi, Capitaine Swan. Ouais, ok, j'aime bien juste la partie de Capitaine moins Emma quoi. Je veux pas spoiler parce qu'il se passe quand même un gros retournement de situation à la fin de cette saison 4, et j'ai quand même hâte de voir la saison 5 parce que justement ça va complètement chambouler les choses. J'ai juste trouvé que le thème de cette saison 4 était beaucoup trop martelé. On a l'impression qu'on prenait l'audience pour des idiots quoi, parce que voilà, on a compris le thème c'est les héros versus les vilains, qu'est-ce qui fait un vilain, qu'est-ce qui fait un héros, les motivations, les mauvaises actions, les bonnes actions, enfin et voilà, on a senti que voilà, c'était un peu redondant et il remettait le couvert. Ah oui, on a compris que c'est hero, villain, enfin bref. Donc voilà, j'ai un peu l'impression, je pense que peut-être que cette série est destinée à peut-être des adolescents ou je sais pas, ou des gens où il faut leur répéter 15 fois le truc pour qu'ils comprennent. Mais voilà, ça j'ai trouvé ça un petit peu too much. Cela dit, je vais continuer. Je pense que j'ai accroché relativement à cette saison 4, donc on va continuer tranquillement. Je sais pas quand est-ce que je regarderai la saison 5, sans doute voilà, quand ça me prendra, peut-être dans le mois qui arrive, parce que j'en ai commencé d'autres, mais pour tout vous dire, je sais pas encore comment je vais organiser la suite de mon visionnage, mais je vais en reparler après. Je termine très rapidement avec donc la dernière série que j'ai en cours, qui à mon avis va durer pendant pas mal de mois encore. Il s'agit de la série Star Wars Rebels. Pour Star Wars Rebels, là j'ai la saison 3 et 4 à regarder, donc j'avais déjà regardé évidemment la saison 1 et 2 avant. J'ai regardé que 3 épisodes de cette série animée. J'ai toujours un rapport un peu ambivalent avec cette série, parce que autant j'adore, et que ce soit les personnages,
l'univers évidemment Star Wars, voilà, c'est un peu ma vie. Et en même temps, je trouve qu'il y a des choses qui sont excellentes dedans, dans la saison 2 avec Darth Maul qui arrive avec Ahsoka qui revient de... voilà, j'étais bien contente de la voir apparaître dans Star Wars Rebels, plus adulte que dans Star Wars la guerre des clones. Et en même temps, je trouve qu'il manque un truc pour que ça fasse l'apothéose. Il manque toujours un petit truc comme ça qui fasse que, voilà, ça reste une série Star Wars, ça reste une série où il y a beaucoup peut-être de politique, je pense. Ça reste aussi une série pour adolescents, hein, donc il y a de l'action, etc. Mais je pense que c'est une série qui mérite d'être suivie avec sérieux. Et je pense que pour l'instant, je l'ai regardé un petit peu d'un œil distrait, ce qui fait que ça m'a un petit peu empêché pour l'instant de rentrer, en tout cas dans cette saison 3. Je suis très contente de voir l'amiral Thrawn, qui était en fait dans l'ancien univers Star Wars, le Star Wars Universe. Donc c'est peut-être que je vous mettrai une image si j'arrive à en trouver. C'est un amiral donc, qui est bleu avec des yeux rouges et qui en fait était dans le Star Wars Universe avant que Disney ne rachète Star Wars et ne refasse la suite. Normalement on voit dans la suite de ce qu'aurait dû être l'épisode 7, 8, 9 et du coup qui a complètement été zappé des films officiels, mais ils l'ont inséré dans la série. Donc voir l'amiral Thrawn, c'était super cool. Et j'espère revoir que ce soit Darth Maul ou Ahsoka par la suite, parce que Ahsoka me manque beaucoup. et voilà, j'espère vraiment continuer à regarder ça. C'est typiquement le genre de dessin animé que je me mets pour regarder quand je mange mon petit déj le samedi matin par exemple. C'est vraiment le moment parfait pour regarder Star Wars Rebels pour moi. Donc voilà, je vous en reparlerai plus tard, je pense, quand je l'aurai avancé. Alors ensuite, on va passer aux séries en dehors du challenge, et c'est quand même un peu lié au challenge, je vais vous expliquer. C'est que donc dans le challenge série 2019, j'avais mis les séries du Arrowverse, The Flash, Arrow évidemment, et Legends of Tomorrow. Et en fait, je n'avais pas inséré Supergirl dedans, même si elle fait partie du Arrowverse, en quelque sorte. Comme je n'avais pas regardé la série Supergirl, alors que j'avais bien avancé dans Arrow et The Flash et Legend of Tomorrow, il me manquait cette série-là, Supergirl. Et donc du coup, j'ai inséré sans insérer, j'ai regardé la saison 1 de Supergirl, je vais vous en parler juste après. Ce qui fait que je voulais être à jour pour commencer donc la série Arrow, The Flash et The Legend of Tomorrow au bon moment par rapport à Supergirl. Donc c'est pour ça que j'avais pas commencé à Arrow, etc. avant d'avoir fini la saison 1 de Supergirl. Voilà, je pense que j'espère que vous me suivez à ce niveau-là. Donc j'ai regardé cette saison 1 de Supergirl. Alors pour tout vous avouer, j'aime pas Superman. C'est un personnage c'est le super-héros, je pense que ça passe pas. Je sais pas, il m'a rien fait, hein, mais j'ai pu voir pas tous les films, j'ai pas vu les films des années 80-90, mais j'ai vu les derniers films qui sont sortis sur lui, donc le Man of Steel, etc. Et c'est un personnage, c'est un archétype que j'aime pas. Le mec il peut tout faire, il a aucune accroche, il me gonfle, et puis avec sa tête de scout, de boy scout, il me gonfle. J'avais un petit peu peur de ça, de voir que Supergirl allait peut-être être dans la même veine, quoi. Et je me suis surprise vraiment à bien aimer Supergirl, en fait. Elle a un petit côté geek et décalé que n'avait peut-être pas Clark Kent. Et même s'il y a toujours des trucs complètement idiots dans le genre, évidemment, ce côté où je me cache, j'ai des lunettes, personne me reconnaît, et puis quand je suis transformée, j'ai magiquement des bouclettes faites au fer à friser, encore qu'elle se balade avec un fer à boucler quelque part dans sa tenue. Bon, ok, d'accord. Puis voilà, genre c'est pareil. Enfin, il y a d'autres méchants, des vilains que les autres reconnaissent alors qu'ils sont cachés. Ils sont masqués ou n'importe quoi. Alors que Kara, qui devient Supergirl, elle a juste des lunettes ou pas de lunettes, c'est exactement la même, et là, on la reconnaît pas. Bon, il y a des trucs comme ça où à la fin, ça devient vraiment énervant. Maintenant, je pense que je me suis vraiment attachée au personnage petit à petit. Kara est vraiment super attachante. Dans son côté un peu décalé, déplacé, elle est vraiment dans ce côté apprentissage de sa fonction de super-héros.
à aider les autres, etc. Et à se faire accepter en tant que super-héros. Il y a aussi le poids, évidemment, de Superman qui pèse sur ses épaules, la comparaison, évidemment. Il y a juste en fait, le ship entre... j'ai oublié son nom, putain. Le photographe, qui était l'ami de Clark Kent et avec Kara. Je trouve que ce ship ne marche pas. Ils ont aucune alchimie, en fait, les deux persos. Et je sais pas, moi je la ship avec Finn, mais bon, peut-être que je devrais pas, mais c'est comme ça. Et je pense que la grande révélation de cette série pour moi, c'est Calista Flockhart, qui joue le rôle de Cat Grant. Voilà, donc c'est la boss de Kara, qui est une grande ponte des médias, et elle est complètement imbue d'elle-même, et en même temps c'est une femme d'ambition, c'est une femme de médias, elle est imbue, comme je disais, de sa personne, elle a des caprices qui vont avec sa fonction et sa personnalité, et en fait, Calista Flockhart, faut savoir, j'ai jamais vu Ally McBeal, je ne connais pas, Ally McBeal et Sex and the City, j'ai jamais regardé. Et je connais la fille, je connais le personnage, je sais qu'elle est mariée avec Harrison Ford dans la vraie vie. D'ailleurs, il y a des allusions à ça là-dedans, et des espèces de petites private jokes qui m'ont bien fait rigoler d'ailleurs. Et voilà, c'était vraiment aussi une des grandes révélations de cette série, et franchement, j'ai bien accroché à cette première saison. Et je pense que je vais continuer à regarder, je vais l'insérer comme je comptais le faire, donc avec Arrow, avec The Flash et avec Legend of Tomorrow, puisqu'ils se regardent un petit peu comme ça en quinconce les uns avec les autres. Et voilà, faire avancer ces 4 séries ensemble, je pense que c'est ce que je vais faire. Cela dit, j'ai regardé, hier, donc le premier épisode de Arrow et de The Flash, enfin dans l'autre plutôt, parce que c'est The Flash d'abord, Arrow ensuite. Et autant The Flash, je continue à accrocher, autant Arrow, j'ai trop du mal. Et je me pose la question de plus en plus si j'ai intérêt à la laisser tomber ou pas, et peut-être la remplacer par Supergirl par exemple. Parce que Arrow me gonfle, en fait. Arrow me gonfle et je prends aucun plaisir à regarder cette série. Et en fait, je continue à regarder que parce qu'elle fait partie du Arrowverse et qu'il y aura peut-être des crossovers ou des choses qui se passent dans cette série qui sont importantes dans les autres. Et je pense que c'est cette série-là qui va être le gros point noir de mon challenge série, à savoir est-ce que je vais continuer à regarder ou est-ce que je vais la laisser tomber. Je n'en ai aucune idée en fait. Je continue avec la série Timeless. Donc là, on sort complètement du challenge série 2019. Timeless, donc que j'ai enfin fini. J'ai regardé les derniers épisodes qui sont sortis donc à Noël, les épisodes qui ont été arrachés des mains des fans en fait, grâce aux mains des fans qui ont vraiment réclamé qu'ils se bougent le cul, qu'ils fassent une vraie fin pour Timeless, parce que la façon dont la saison 2 se terminait, c'était juste pas possible. Et cette saison-là, enfin ces 2 épisodes, ce double épisode de la fin, j'étais heureuse qu'il y ait de la nouveauté officielle sur Timeless, et en même temps j'étais déçue entre guillemets parce que ça m'a montré tout ce qui aurait pu y avoir si elle avait été renouvelée avec des saisons d'une taille normale. Ces 2 épisodes, ça donne un sens de closure, comme ils disent les Américains. Mais tout allait tellement vite, tout allait trop vite en fait. Ils ont montré des choses qui auraient pu être super sympas s'il y avait eu une saison 3, une vraie saison 3, une saison 4 par la suite, hein, soyons fous. Et du coup, je reste sur ma fin et je suis contente d'avoir une fin, et je suis tellement... voilà, mon cœur saigne de voir à quel point il y avait du potentiel qui nous est passé à côté. Donc voilà, je suis, je pense, à jamais meurtrie par cette fin et par cette série qui finalement n'aura pas eu ce qu'elle méritait, et je pense que je vais la chérir tout le reste de ma vie, parce que elle a vraiment été un peu passée de manière fulgurante, et elle a vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est vraiment dommage qu'elle se termine comme ça, même si on a eu la chance qu'elle se termine tout court. Je continue avec une série qui n'est pas vraiment une série de fiction en fait, je pense que vous en avez entendu parler partout sur internet. Il s'agit de la série, je crois que c'est Tidying Up, l'art du rangement de Marie Kondo. Alors c'est une série, c'est plutôt un format de télé-réalité entre guillemets, donc Marie Kondo qui va chez des couples, chez des familles américaines, qui ont du mal à ranger leur espace de vie, et qui va leur donner un petit peu des tips pour essayer de réappréhender en fait leur intérieur et leur vie dans cet intérieur, dans leur maison, et essayer de se libérer du superflu pour
et de se rendre compte un petit peu de, comment dire, de l'attachement qu'on a à certains objets, ou du non-attachement, justement, qu'on a à beaucoup d'objets, à cette sensation dans cette société de consommation. Il faut qu'on consomme, qu'on surconsomme tout le temps, qu'on achète pour se faire plaisir, pour se faire du bien, et qu'en fait c'est peut-être pas forcément ça la vraie vie, et qu'il vaut mieux se reconcentrer sur des choses qui ont du sens et de la valeur. Et en plus, à côté de ça, ça donne vraiment des tips super intéressants à comment mieux ranger ses armoires, mieux ranger sa cuisine, mieux ranger ses trucs, parce qu'on peut en avoir un petit peu partout. Et je pense que comme n'importe qui, j'ai commencé à ranger aussi mon chez moi, et notamment mon armoire, et que ça fait en effet plus de place. Et ça fait plus rangé aussi, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, même si ça reste de la télé-réalité entre guillemets, avec peut-être un petit peu de scénarisation poussée et forcée, mais je trouve que voilà, dans son essence et dans ce qu'elle propose, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et je termine très rapidement cette vidéo parce que je vois ça clignote rouge, donc je vais essayer de faire vite. Je vais vous parler du reboot du dessin animé Carmen Sandiego. Carmen Sandiego, c'est une série qui avait lieu dans les années 90, donc avec vraiment un style assez particulier. Et là, Netflix a lancé donc un reboot, et donc la première saison est passée, et mon dieu, qu'est-ce que c'était génial, j'ai trop kiffé. Je suis une grande fan de Carmen Sandiego. C'était une série donc pour les enfants et les adolescents, avec et de l'aventure et aussi quelque chose de pédagogique, puisque le but c'était de savoir où était Carmen Sandiego. On la poursuivait dans le monde entier, et c'était justement l'occasion de découvrir donc des pays étrangers, et justement à chaque fois il y avait un petit peu de mémo, on va dire, quand ils sont en Australie, j'explique un petit peu vraiment dans des brèves lignes en fait, qu'est-ce qui fait un petit peu le sel de l'Australie, qu'est-ce qui est intéressant, un peu d'histoire, un petit peu de culture, un petit peu de voilà. Et voilà, cette nouvelle série Netflix reste dans ce cadre-là, même si ils ont vraiment essayé de lui donner, en plus de ça, un côté scénaristique et un côté développement de personnages beaucoup plus poussé que dans la série des années 90, avec donc Carmen, qui cette fois-ci n'est pas la méchante que les gentils poursuivent, même s'il y a encore un petit peu de ça, mais voilà, Carmen cette fois-ci, donc dès les premiers épisodes, est une jeune orpheline qui a été élevée par une espèce d'organisation du crime, de Vile, et qui décide de se rebeller contre cette organisation, et qui va en fait tout au long de la série, comme une espèce de prequel si vous voulez, normalement d'après ce que j'ai compris à la série des années 90, et elle va en fait se rebeller contre Vile, ce qu'elle va voler, puisque c'est une voleuse, c'est une espionne voleuse. Elle va voler des choses qui sont importantes pour Vile, enfin que Vile essaye de voler, et donc elle va donc voler les trucs avant que Vile ne les vole, pour les rendre en fait au pays concerné, puisque en général ce sont des choses qui n'ont pas de prix, hein, genre toute une série de vers mers, ou des choses qui sont importantes pour des peuples autochtones, ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a toute cette dimension-là qui est un petit peu différente par rapport à la série originelle. Et voilà, donc c'était vraiment super. L'animation est vraiment terrible, beaucoup mieux que par exemple que She-Ra. Et le design de personnage est juste génial. Moi j'ai trop kiffé, franchement. Si vous avez l'occasion, si vous avez des enfants par exemple, si vous avez envie de regarder, franchement, c'est une série qu'il faut regarder parce qu'elle vaut vraiment le coup. Et j'ai vu qu'elle avait été renouvelée, il y aura une saison 2, et j'ai juste trop hâte de voir ça. Si vous avez l'occasion, franchement, jetez-y un œil, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est ici que s'achève ce premier point série de l'année 2019. Je suis contente de vous le présenter. Ça commence bien, comme vous l'avez vu. Je suis plutôt contente de mon choix de série. Toutes les autres séries, à part peut-être Arrow, comme je vous disais, toutes les autres séries me donnent vraiment envie. Donc je pense qu'il n'y aura aucun souci cette fois-ci pour la terminer. Donc voilà, on se donne rendez-vous dans 2 mois pour vous en reparler. Là-dessus, je vous souhaite, comme d'habitude, d'excellentes séries, d'excellents films, d'excellentes lectures, évidemment, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!